Voilà, après ce très beau film, très astucieux, nous allons passer à la partie témoignage, débat. Donc, nous aurons donc en scène 3 intervenants, et puis après, il y a d'autres personnes dans la salle, et puis il y aura des questions forcément, et d'autres témoignages peut-être dans la salle. Donc, nous avons donc en scène Moine Amoumou, qui est donc en scène aussi, sur la scène. Moine Moumou, qui est donc sociologue de formation, mais qui est aussi historien. Enfin, voilà. Katia Kemash, qui est historienne, qui a écrit plusieurs bouquins. Enfin, tous les deux d'ailleurs sont auteurs sur le salon. Et puis voilà, vous pourrez parler de vos bouquins. Et puis Hamid Kemash, qui lui est donc fils de Harki. Katia Kemash, qui est donc petite fille de Harki. Voilà. Et donc Hamid, qui est effectivement président de l'association Harki d'Ordogne. Voilà. Donc il témoignera. Nous allons peut-être commencer. Alors c'est un film un peu sur le souvenir. C'est intéressant. C'est très bien fait d'ailleurs ce film. C'est pour parler du souvenir. Alors moi je vais commencer sur le souvenir parce que moi j'ai grandi dans une cité à Bordeaux, entouré de pieds noirs, de jeunes pieds noirs, mais qui était construite à l'époque, et jamais j'avais entendu parler des Harkis. Les rapatriés d'Algérie n'en parlaient pas des Harkis. Et progressivement, après dans ma carrière de journaliste, j'ai rencontré des Harkis. Progressivement, dans les cérémonies d'anciens combattants, on voyait arriver des Harkis, et on ne savait pas trop ce que c'était les Harkis. Et progressivement, grâce à des personnes comme Hamid, qui ont fait vivre la mémoire, qui ont créé des associations, qui les ont animées, on a commencé à parler des Harkis. Donc cette mémoire qui était un peu oubliée quand le réalisateur parle, on était des parias, on était des oubliés, enfin pour parler de son père. Donc cette mémoire, elle a mis du temps à se réveiller. Voilà, moi, comme j'ai pu la constater. Et donc cette mémoire, donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Moine? Est-ce que je voulais allumer? Oui, c'est bon. Oui. Bien, bonjour à toutes et à tous. On voulait d'abord, Hamid, Katia et moi-même, commencer par vous remercier d'être là et remercier la LICRA et évidemment Claude et Corinne qui ont mis dans cette programmation donc une réflexion sur les Harkis. Merci. Alors on pourrait à première vue se dire au fond quel est le rapport. Le rapport, il est assez simple, c'est que quand les Harkis sont arrivés, là on part. Là dans le film, c'est une histoire individuelle, on y reviendra avec Katia, entre différences entre mémoire individuelle et histoire collective, mais c'est une histoire de quelqu'un qui est arrivé après avoir été emprisonné en 62. Mais tous ceux qui sont arrivés, qui ont pu être rapatriés en 62, ils sont passés par des camps, et notamment le camp de Rivesaltes, qui avait aussi servi à interner les Juifs pendant la guerre, et les Tziganes. Donc on a vu un film hier, et les Tziganes, la communauté juive et les Harkis ont tous séjourné à Rivesaltes et ont tous été ce qu'on a appelé les indésirables de la République. Donc il y a eu de la discrimination dès leur arrivée, en fait, un peu aussi, et également. Oui, il y a eu une discrimination à leur arrivée, puis il y en a après, mais on aura l'occasion d'y revenir. Moi, je peux plus vous parler d'avant 62, je laisserai Katia parler plus de après 62, on s'est un peu réparti les rôles. Donc oui, c'est un film sur la mémoire, sur l'oubli. Alors pour faire bref, simplement, juste 2-3 petites choses. La première, c'est le silence des parents. Il y a un autre documentaire qui est sorti il y a pas longtemps, on a hésité avec Corinne à le programmer, qui s'appelle N'en parlons plus, et la maman de Farid le dit. On avait envie de plus parler de cette histoire. Alors pourquoi? Parce que, d'abord parce que quand on arrive après ce qu'ils ont vécu, les parents, ils ont été pris par autre chose. Il fallait d'abord survivre, s'intégrer, parce que en traversant la Méditerranée, ils n'ont pas simplement parcouru quelques centaines de kilomètres, ils ont parcouru aussi presque quelques siècles, parce qu'ils passaient d'une société rurale, presque moyenâgeuse, à des cités. On l'a vu, il y avait aussi un problème de langue aussi.
Bien pour une sûr. génération qui était évident. Oui, parce que, voilà, je ne vais pas faire trop long. Non, mais on essaye d'être... Bien sûr, mais non, mais c'est voir. parce que on dit l'Algérie, c'était la France. Oui, l'Algérie, c'était la France. Sauf que dans les villes, tout le monde était à peu près scolarisé. Mais dans les campagnes, les indigènes ne l'étaient pas. C'est ça la réalité. Donc effectivement, beaucoup sont arrivés. La maman de Farid, là, son père aussi, là, il s'exprime en kabyle, que j'ai bien, que je comprends encore, mais parce qu'ils n'étaient pas allés à l'école. Donc ils ont eu d'abord à s'adapter, et du coup, cette histoire, ils ne l'ont pas transmise. Et sa maman, je termine juste là-dessus, parce que je pense qu'il faut qu'on fasse des réponses courtes et des questions courtes pour Exactement. échanger avec vous, c'est ça le plus intéressant. Elle dit, on n'a pas parlé un peu pour vous protéger. Or, on en parlait avec mon ami psychologue qui est dans la salle, à propos de l'intervention de Cyrulnik. Il y a un de ses livres là, avec Denis Péchanski sur le traumatisme. Boris Cyrulnik dit, quand vous parlez de quelque chose d'horrible que vous avez vécu, vous transmettez l'horreur. Mais quand vous vous taisez, vous transmettez aussi un traumatisme par le doute et par le questionnement qu'il génère. Voilà. Je pense que Katia va compléter. Avant un témoignage d'Hamid. Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc vraiment, je me joins à Mohan pour vous remercier Corinne. Pas imaginer, Corinne, la joie immense quand j'ai appris que l'histoire d'Harki allait être racontée dans ce festival. En fait, ce festival qui incarne la lutte contre l'extrémisme, malheureusement d'actualité, la lutte contre le racisme, les discriminations, et parce que l'histoire de Harki, elle a été écrite. Il y a encore quelques zones d'ombre, mais très peu en France. Elle a été écrite en France très tôt par Mohand, et d'autres jeunes historiens sont venus compléter le travail d'historien. Mais le problème pour la question Harki, c'est même si cette histoire a été écrite, elle existe, c'est sa transmission. Et du coup, des moments comme ça, c'est des moments privilégiés pour raconter cette histoire-là, qui, j'ai envie de dire, a toute sa place ici, parce que l'histoire d'Harki, elle illustre tragiquement bien l'histoire des discriminations et de l'horreur des discriminations, en fait. Il y a également des lieux de mémoire en Dordogne, dont certains lieux n'ont été inaugurés, n'ont eu des plaques que très récemment, en fait. Oui, on est en train aussi. Par exemple, dans la forêt de l'Anne-Marie, à Terrasson, enfin, il y a des lieux comme ça. Oui, l'État français essaye de réparer, on y reviendra, du coup, notamment avec une politique mémorielle à l'égard des harkis, qui se traduit par l'inauguration de lieux de mémoire et de gestes. Et puis bon, vous avez tous entendu la demande de pardon du président Emmanuel Macron à l'égard des familles harkis. Donc oui, pour te répondre, Hervé, effectivement, c'est une mémoire bannie, oubliée, parce que là, on est vraiment dans un film objet de mémoire. On n'est pas dans l'histoire, mais la mémoire fait partie de l'histoire. Mais la mémoire, c'est ce qui est subjectif, c'est ce qui relève de l'intime, alors que l'histoire, on est dans l'universel, dans la science. Bon, mais c'est hyper important, la mémoire, pour écrire l'histoire, mais ce n'est pas de l'histoire. Il y avait quand même quelques fragments d'histoire qui remettaient bien en situation quand même. Oui, parce que c'était assez bien fait quand même pour qu'on comprenne donc, bien. On met ça dans un contexte historique, effectivement. Mais bon, ce film est important parce que la mémoire d'Harki, ça a été une mémoire qui a longtemps été bannie des deux côtés de la Méditerranée, vous le savez, et du coup dans les familles aussi, pour des raisons là donc psychologiques, ça a été évoqué, mais on sait bien que les vérités que l'on tait deviennent vénéneuses, comme disait Nietzsche. Donc ça a été un drame dans les familles. Mais sur ce traumatisme, beaucoup, on le dit pas assez, je crois aussi, mais beaucoup ont construit des vies, des trajectoires brillantes, et ont trouvé leur place dans la société française et s'épanouissent dans la société française, je pense. Voilà. Vous, par exemple. Hamid, un petit témoignage. Quand est-ce que cette histoire familiale est revenue un peu à la surface? Est-ce que vous en avez toujours parlé? Parce que l'association Harki Dordogne et de la Tête de Camp. On en parle souvent, surtout. Elle a été créée quand, l'association Harki Dordogne? Il y a 14 ans maintenant. Il y a 14 ans. C'est pas si vieux que ça par rapport à 1962 quand même. Non, avant, il y avait une association aussi à Bergerac. Oui. Et comme les anciens commencent, comme partout, vous savez, donc on a essayé de se regrouper en Dordogne à Périgueux. D'accord, parce qu'aujourd'hui, les harkis qui sont en Dordogne survivants, ils ont 80 ans. Le plus vieux doit avoir 80, 84 ans. Voilà, donc effectivement, c'est une mémoire qui disparaît. Donc vous, comment vous êtes-vous emparé de cette histoire? Moi, cette histoire, je vais vous raconter. Moi, il y a 3 choses qui restent au fond de moi, des blessures qu'on ne peut pas guérir. Premièrement, à 4 ans et demi, on assassine votre père. Quelques mois après,
votre grand-père, tout ça, parce qu'il était fonctionnaire de l'État français, il n'était pas harki. Hein. Après, on a rejoint la sous-préfecture du village, parce qu'on habitait dans un village en montagne, chez mes grands-parents, on a rejoint la sous-préfecture. Donnez le nom, peut-être, ça parlera. Azazga, en Grande Kabylie. Voilà. Et puis en 62, je ne vais pas vous raconter la suite, là-bas à Azazga, j'étais à l'école de la République, quand on m'apprenait, nos ancêtres, c'était les Gaulois. Oui, mais c'est la vérité. En 62, on a débarqué à Marseille, premier camp Larzac, Rivesaltes, mais Rivesaltes, on était logés dans des camps de l'armée, et ces tentes étaient partagées par 2 familles. Et comme couchage, on avait les lits piquants de l'armée, avec de la paille et des sacs de couchage de l'armée qu'on appelait les sacs à patates, justement. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'eau courante, il fallait courir après la citerne pour remplir les seaux et les bouteilles qu'on avait. Et après, là, les harkis ont été triés, les vieux qui ne pouvaient pas travailler, les handicapés, les veuves, étaient envoyés sur le camp de Bias. Et je suis arrivé sur le camp de Bias, en Lot-et-Garonne. En Lot-et-Garonne, entouré de barbelés. Le courrier a été censuré, levé des couleurs, descente des couleurs, permission de sortie. On était à 7, il y avait ma mère qui était veuve, ma grand-mère, et 2 de mes sœurs et 2 de mes frères. On était à 7 de 2 chambres. On avait une brouette de charbon par semaine. Et après, j'ai eu la chance, j'ai eu un oncle qui était plus ou moins, il est sorti des camps, parce qu'il a eu la chance d'aller à l'école en Algérie. Donc il est venu nous chercher, et depuis on est installé en Dordogne, à côté de Bergerac. Voilà. Voilà. Et vous avez fait carrière en faisant que... J'étais engagé, d'ailleurs j'ai fait un métier de carrossier, après j'étais engagé dans les parachutistes d'infanterie de marine, j'ai fait des opérations en Afrique, en OPEX, et après je me suis dirigé j'étais surveillant d'établissement pénitentiaire, j'ai pris ma retraite en 2022. Voilà. Et c'est depuis là que vous êtes très engagé dans l'association. C'est souvent à la retraite d'ailleurs que beaucoup s'engagent. Après la retraite, je me suis engagé justement pour venir en aide à nos anciens, parce que beaucoup ne savent pas les droits qu'ils ont, des aides et tout pour remplir leurs papiers. Là, je suis là pour les aider. Voilà. Parce qu'on reparlera, parce qu'il y a une association nationale qui est Justice et Réparation. Voilà. On en reparlera après. On va peut-être donner la parole un peu. Corinne Faye, donc, qui est archiviste, qui a préparé le débat. Tu as peut-être un mot à dire. Et puis, passer la parole, oui. Déjà, et puis on reviendra. Oui. Merci Hervé. Merci Mohand pour le choix du film et de nous avoir honoré de ta présence. Merci Katia, merci Hamid. Et je vais passer la première question, J'ai une question à monsieur. Oui, bonjour. Dites-moi, je voulais vous demander, messieurs, ces harkis qui sont venus comme ça en France, qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Et donc je parle en généralité. Et est-ce que les Français les ont acceptés et combien de temps après? Parce que c'est une chose qu'ils viennent, qu'on les accepte pas bien, mais ils ont mis combien de temps pour être acceptés par les Français? Voilà, alors il faudra savoir si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Après, vous savez, ce sont des cas individuels. J'ai pas compris. Personne, non, je parle en généralité, monsieur. C'est difficile Il y de a une parler généralité. en général, oui. Les harkis, c'était une généralité. Après, C'était pas des cas. Quelques chiffres. Voilà. Merci. Peut-être qu'on peut prendre plusieurs questions. Je pense question par question. Après, ça, voilà. En répondant un peu de manière un peu au tac au tac, assez rapidement, parce qu'on peut. Enfin, c'est important. Oui, sauf que là, c'est le genre de question, on ne peut pas répondre en 30 secondes. Voilà. Mais en même temps, il y a des témoignages comme celui d'Hamid, même si lui était famille d'harkis. Okay. On va voir comment on a un parcours compliqué quand même. Voilà. Oui, mais c'est difficile. C'est ça le problème. Je veux dire, dès que vous généralisez, ça c'est la hantise des sociologues. Dès qu'on parle de généralisation, elles deviennent forcément hâtives et abusives parce que vous avez toujours des contre-exemples. Donc, simplement, juste pour poser un peu le cadre, après on répondra à vos questions. Quand on parle des harkis en général, il faut savoir déjà que dans les harkis en général, il y a 2 catégories très importantes. Hamid vient d'en citer une. Il y avait je sais pas, d'un côté ce qu'on a appelé les supplétifs et de l'autre côté, entre guillemets, l'élite francisée. Dans l'élite francisée, qui était très minoritaire, vous aviez les militaires de carrière, vous aviez ce qu'on appelait les notables musulmans, c'est-à-dire les bachagas, les agas, une sorte d'administration, avec les autochtones, les naturalisés, des gens qui avaient fait l'école normale et ainsi de suite et d'autres. Bon, cette élite francisée a fait un choix idéologique quelque part.
vraiment au sens étymologique du terme. Leur logique, c'était nous sommes français, on continue à être français, et puis ce FLN finalement on le connaît pas. Les deux partis qui étaient connus, c'était le MNA et c'était le Messali Hadj et Ferhat Abbès. Voilà, donc il y a un choix. Mais les supplétifs dans lesquels le film le dit, il dit il y a 5 catégories, mais il n'en cite qu'une, ce sont les harkis. Les harkis, il y avait aussi les morazni qui en fait surveillaient les SAS, les sections administratives spécialisées. 700 SAS avaient été mis en place pendant la guerre pour remédier au déficit social, le décalage alors, en termes de scolarisation, en termes de médical et tout ça. Non, mais c'est important parce que... Tout dépend des origines sociales, c'est ce que vous dites, évidemment. Voilà, non, c'est pas ça. C'est que quand on parle des harkis, évidemment, ceux qui sont venus alors qu'ils étaient sénateurs, députés, officiers, c'est pas du tout la même chose que ceux qui sont venus comme paysans. Surtout en termes d'engagement, les supplétifs, ça va très vite dans ce film. Mais l'intérêt de ce film, c'est pour ça que j'ai choisi ce film, c'est que il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et je trouve que c'est ça. Moi, en tant qu'enseignant, on dit toujours un bon cours, c'est celui qui suscite plus de questions que de réponses. D'accord. Justement, à propos de questions, justement, on va continuer au monde. Pourquoi ils sont devenus harkis? C'est la question de fond. Et les supplétifs, ils sont devenus harkis, non pas par choix idéologique, ils n'étaient pas contre l'indépendance, ils étaient pour l'égalité des droits, ils étaient pour l'évolution de l'Algérie, mais ils pensaient qu'on pouvait y aller autrement. Notamment Messali Hadj, je parle devant Jean-Jacques qui connaît bien. Messali Hadj pensait que vu que la population indigène était 8 fois plus nombreuse que l'autre, si on avait l'égalité des droits, c'était réglé. Et ils se sont devenus harkis souvent par instinct de survie. Elle le dit. Aussi pour avoir un boulot, c'est ça en fait. Non, pas du tout. Non, attendez. Ils sont devenus harkis. Instinct de survie. Non, c'est pas parce qu'il y avait la terreur du FLN. Dans une guerre révolutionnaire, l'enjeu, c'est la population. Et le FLN s'est imposé par la terreur. Et face à la terreur, Mohamed Arbi le dit très bien. Il dit les paysans se protègent et vont vers l'armée. Donc, c'est très important de vous dire ça. Donc, en fonction de ça, combien de temps ils ont mis à s'intégrer, tout dépend de ce qu'on appelle l'intégration. En tout cas, certains camps sont restés jusqu'en 1975. Voilà. Après, voilà. On a une autre question dans la salle. Alors, c'est en partie un témoignage plutôt qu'une question. Je voulais dire, et notamment vis-à-vis de mes amis de la LICRA qui sont ici, mais vis-à-vis de tout le monde, aussi que la LICRA s'est beaucoup investie, pas récemment, mais depuis au minimum 2011, où il y avait eu un grand colloque, 2012, un grand colloque à la Maison du Barreau. Je me trompe un peu sur la date parce que en 2011, on avait dirigé Fatima Besnassi-Lankou et moi-même le numéro spécial des temps modernes sur les harkis. Donc je vais dire, il y a un engagement sur les causes duquel on pourrait longuement s'exprimer, enfin le parallélisme avec la question de l'extermination, ce qui est arrivé en 62 en Algérie, donc une grande proximité. Et puis alors peut-être pour amorcer, et puis ça sera aussi une question que je voudrais vous adresser, pour amorcer une réponse à la question précédente, enfin telle que je peux l'imaginer ou la percevoir, que la population française se mette à accepter les harkis en transformant son regard sur le phénomène harki. Alors un indice, juste un indice ou un exemple, Claude Lanzmann qui préface, qui avait traité en 62, qui parlait des chiens, les harkis ce sont des chiens, et en 2011, donc dans la préface qu'il donne à ce numéro spécial, bien son regard a complètement changé. C'est lui qui avait accepté d'ailleurs d'abriter le colloque, un numéro double, le colloque sur les harkis. Donc, et voilà la question que je voudrais vous adresser. Vous avez amorcé quelque chose en faisant le lien entre mémoire
et histoire. Alors, mémoire, c'est indispensable. Fatima Besnassi-Lankou elle-même avait été poussée en 2002 lors de la visite de Bouteflika, qui avait parlé des harkis comme des collabos. Ça l'avait complètement révoltée. Elle a écrit un livre, Fille de harkis, et ensuite elle s'est lancée dans une carrière d'historienne, en autodidacte quasiment, dans une carrière d'historienne qui l'a menée jusqu'à un doctorat. Voilà, mais on peut poser la question. Oui, à Katia. Alors, je pense que c'est Katia qui va répondre. D'accord, je termine. Ma question. Voilà, ma question. On va au bout de la question. Ma question, mais c'est tellement passionnant ce que vous avez dit que voilà, ça me donne, moi qui ne suis pas bavard d'habitude. C'est de l'humour juif. Moi qui ne suis pas bavard d'habitude, je parle beaucoup là. Mais la question, c'est sur le rapport entre mémoire et histoire. Est-ce que l'histoire n'est pas le moment décisif, le surgissement du travail d'histoire n'est-il pas le moment décisif où la réalité humaine s'intègre dans une population? Et puis, on est en train de faire un mémorial actuellement à Saint-Maurice-l'Ardoise, de construire un mémorial à Saint-Maurice-l'Ardoise. J'ai l'honneur d'être au comité scientifique. D'accord. C'est où Saint-Maurice-l'Ardoise? Dans quel département? Dans le Gard. Dans le Gard, pardon, ouais. Oui. Voilà. C'est un des camps de transit des harkis. Donc Katia, mémoire, histoire, puis après on donnera la parole à Jean-Jacques Jordi. Oui, je voulais quand même répondre au monsieur sa question, effectivement. Alors attention aux généralisations abusives. La communauté harkie est une communauté plurielle, mais par rapport à l'accueil des Français, moi j'ai eu la chance de faire ma thèse de doctorat à un moment où les archives étaient consultables plus facilement. Donc du coup j'ai eu accès aux archives dans le Lot-et-Garonne parce que je voulais travailler sur le camp de Bias parce que rien n'avait été fait sur ce camp du Lot-et-Garonne qui était vraiment le bout du bout, hein, où on accueillait, le terme est mal choisi de ma part, mais où étaient reçues les familles handicapées physiques, mentaux, les veuves, bon. Et donc aux archives départementales du Lot-et-Garonne, j'ai eu l'immense plaisir de lire les bulletins des renseignements généraux pour l'année 1962, 63, 64, jusqu'à 75, lorsqu'une révolte des jeunes dans ce camp a éclaté, légitimement. Et quand j'ai vu à la lecture des bulletins des renseignements généraux, je me suis rendu compte le racisme post-colonial impressionnant. Alors, j'accuse en aucun cas les Français, où je montre personne du doigt, loin de là. C'était les mentalités de l'époque aussi. C'était replacé en son contexte. En plus, on voulait pas trop entendre parler des harkis. On voulait pas rouvrir la guerre d'Algérie en France. Enfin, il y avait la menace de l'OAS dans le département, mais aussi sur le territoire national. Donc, bon, tout ça, on avait peur. Donc, ça se comprend. Hein. Les Français étaient apeurés. Voilà, il y a eu une gêne très longtemps. Mais il y a eu une évolution que monsieur le non-bavard a bien mis en exergue. Alors, voilà, donc oui, effectivement, il y a eu une évolution parce que cette mémoire harkie a été bannie dans les foyers, a été bannie en France, mais pour la gauche, c'était des traîtres, des collabos, des chiens du capitalisme. Pour la droite, pour les gaullistes, c'était la mauvaise conscience, les harkis, c'était la honte. Donc du coup, personne, en politique français, s'emparait de cette question. Donc c'était vraiment la mémoire, la mauvaise conscience. Voilà. Moi, je pense qu'on pourrait passer un petit peu la parole à Jean-Jacques Jordi, parce que Jean-Jacques Jordi a beaucoup étudié l'histoire des pieds noirs, l'arrivée des pieds noirs en France, et justement l'arrivée des harkis. Il y a peut-être eu des traitements un peu différents entre les rapatriés et les harkis, qui étaient aussi des rapatriés. Oui, ça n'a rien à voir. C'est deux populations complètement différentes. Il n'y a pas de pied noir qui a connu, aucun pied noir n'a connu un camp, la différence des harkis. Ce que je crois qu'il faut avoir en tête, c'est que la France et les autorités françaises ne voulaient pas de harkis. Parce qu'en même temps, c'était reconnaître que la France les avait abandonnés aussi au massacre, hein, ne les avait pas protégés, les avait désarmés. Et puis en même temps, si la France reconnaissait que les harkis étaient de leur côté, ça mettait à mal la doxa du FLN qui disait « tout un peuple s'est levé contre l'occupant français ».
Et ça, c'est pas possible. Il fallait pas de vagues sur la Méditerranée entre la France et l'Algérie. Donc les harkis, en fait, ça faisait des vagues, forcément. Mauvaise conscience de la France et finalement complètement rejeté du côté algérien. Il y a ces deux côtés. C'est aussi un enjeu politique entre la France et l'Algérie. Et il faut bien le reconnaître, la France et les autorités françaises ne veulent pas de harkis. De Gaulle le dit très bien. Il dit vous n'allez pas me dire, à un de ses conseillers, parce que j'ai eu la possibilité de regarder les archives du secrétariat général de l'Élysée, un de ses conseillers dit vous n'allez pas me dire, en parlant d'un harki, que cet homme-là est l'équivalent d'un Auvergnat. Il peut pas, c'est pas possible. Il est inassimilable à l'esprit français. Voilà ce qu'on dit. C'était pourtant une période où la France avait besoin de main-d'œuvre et elle fait venir de la main-d'œuvre de l'extérieur aussi. Donc c'est étonnant. Oui, mais force est de constater que par la suite, ils se sont pas servis, entre guillemets, de cette main-d'œuvre, mais ils se sont servis d'une main-d'œuvre algérienne qui venait et qu'ils ont laissé de côté les harkis pour privilégier la main-d'œuvre algérienne. C'est étonnant. Ce sont des accords politiques. Après, vous avez. Mais ce côté raciste, il existe. Ce côté rejet, il existe. D'accord. Hein, il existe. Bon, Monsieur Jourdier a exactement raison. Moi, je me rappelle, quand ma mère a déménagé en Auvin, j'avais mon métier de carrossier. En attendant de trouver une place, je cherchais. Et puis, je vois dans une usine, recherche manœuvre. Alors, je me rends au bureau. Je lui dis, je viens pour la place de manœuvre. Elle me dit, oui, vous avez une pièce d'identité? Je lui dis, oui. Je présente la pièce d'identité française, la jaune, l'ancienne. Elle me dit, je regrette, monsieur, on pense d'insolité étrangère. Et c'est la vérité pour toi, voilà. Et pour répondre aussi, juste un petit, à monsieur qui parle pas trop là, pour la mémoire, je fais partie de l'association Harkis Dordogne et puis je siège aussi au comité départemental des anciens combattants. Je fais partie de la commission mémoire et solidarité. Pour essayer que les anciens harkis témoignent, je ne peux pas vous dire comment c'est difficile. On commence juste à commencer, que certains puissent parler. Et puis je vous donne un jour, je demande à un ancien harki qui fait partie de mon association, je lui dis, tu devrais témoigner. Il me dit, Ami, tu sais que nous, on est les combattants du mauvais choix? Je lui dis, non, vous êtes les combattants qui n'ont pas eu le choix. Mohand, un petit complément, et notamment sur la mémoire et la réparation, justement, comme vous travaillez là-dessus aussi. Oui, enfin, je pense qu'avant de sauter à la réparation, il y a quand même quelques compléments à apporter. Non, mais vous savez, ici, en fait, on va dire ce qu'on a envie de dire. Je dis, la question, c'est bien, mais... c'est pour faire avancer les choses. Oui, mais pour faire avancer les choses sans aller trop vite. Bon, premièrement, on dit, à partir de quand on a commencé vraiment à parler des harkis, à briser le silence? La première thèse publiée, c'est celle-ci. Et elle date déjà, elle a été soutenue en 88 et publiée en 92. Voilà. Et à l'époque, elle a été saluée unanimement par la presse, et Stora disait 30 ans après, enfin, on brise le silence sur les tabous. 30 ans avant de faire une première thèse sur les harkis. Depuis, il y a eu beaucoup de livres, et tant mieux, de Jean-Jacques, de Katia, de Fatima et d'autres. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut ce temps, d'abord, pour qu'on puisse accéder. Et à l'époque, on n'avait pas accès aux archives. Donc, c'est surtout à base d'entretiens, 160 entretiens. Bon, ça, c'est une chose. Depuis, il y a beaucoup de livres. Et donc, si on veut savoir sur les harkis aujourd'hui, on peut. Il y a beaucoup de livres. On vient même de faire une BD qui est sortie l'année dernière pour toucher aussi les jeunes. Parce que pendant longtemps, l'histoire a été taboue. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a de quoi s'instruire. Encore faut-il lire. Voilà. Bon, là, vous avez de la chance, vous avez la possibilité de lire. Donc ça, c'est important. Par rapport à ce qu'a dit aussi Jean-Jacques. Et dans le film, à un moment, on dit on est devenu harkis. C'est en fait quand ils font leur déclaration recognitive de nationalité. Ça, c'est important. Ils sont pas devenus français, ils sont redevenus français. Parce qu'il y aurait tout à dire. J'ai fait tout un article sur nationalité et citoyenneté des indigènes pendant la période coloniale. C'est compliqué, hein. 1870, là aussi, on a des choses en commun avec la communauté juive. 1870, décret Crémieux accorde la pleine citoyenneté à tous les juifs d'Algérie, mais pas
aux indigènes arabo-berbères. Ce n'est au fond qu'en 1958 que De Gaulle dit il n'y a plus qu'une catégorie de Français de Dunkerque à Tamanrasset. Voilà. Jusque-là, à partir de 1945, ils avaient la citoyenneté, mais avec un double collège. C'est-à-dire que tous les pieds noirs, pour faire simple, tous les Européens, plus l'élite francisée et naturalisée, élisaient la moitié des élus, et les autres élisaient l'autre moitié. Ce qui faisait dire, au fond, une voix d'arabe vaut 8 fois moins qu'une voix d'européen. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 58, ils sont tous français, mais quand ils arrivent en métropole en 62, on leur dit, il faut faire une déclaration recognitive de nationalité, parce que l'Algérie, le débat actuel sur le droit du sol, on y est dedans. L'Algérie dit, nous, c'est le droit du sol. Donc, tous ceux qui sont nés en Algérie sont algériens. Voilà. Bon. Voilà, je pense qu'il était important de rapporter ces précisions. Et maintenant, sur mémoire et histoire, bon, ça pourrait être le sujet d'un beau thème universitaire, mais je crois que c'est même pas le fond aujourd'hui. On a besoin de tout. On a besoin de recueillir des mémoires qui vont servir de matériaux. Mais c'est un matériau parmi d'autres que les historiens vont recouper avec des archives, avec des chiffres, avec d'autres éléments. Parce que, là aussi, je recite Cyrulnik le dit très bien, on ne se souvient pas de tout, et quelquefois, on se réécrit l'histoire et on ne sait même plus si c'est vrai ou si c'est faux, si on l'a rêvé ou si c'est vrai. Mais ça fait rien, c'est des éléments que les historiens vont recouper. Par contre, et c'est un dernier point, et on en a parlé souvent avec Jean-Jacques, et on voit des images de ces dossiers entassés dans un grenier. Aujourd'hui, on se bat pour qu'il y ait une fondation pour la mémoire des harkis, comme il y a des fondations pour la mémoire de la résistance, comme il y a des fondations pour la mémoire de la Shoah, parce que la première des missions de la fondation, c'est sauvegarder les archives. Les archives des harkis sont dispersées entre l'Office national des forêts, puisque les hameaux étaient gérés par l'ONF, entre les archives d'outre-mer, entre les archives de l'armée, Il faut vraiment, si on ne fait pas cette fondation et si on ne récupère pas toutes les archives, les historiens n'auront plus de quoi travailler dans une dizaine d'années, et ça, c'est grave. On ne l'a pas dit, Mohand, ça représente combien de personnes en France aujourd'hui, les harkis qui sont arrivés en France? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en 62, il y a 90 000 personnes qui arrivent. La moitié arrivent rapatriées par la France, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de plan de rapatriement. C'est pas tout à fait exact. Il y en avait un, mais il était minimaliste. Ils avaient prévu de rapatrier à peu près 5000 personnes sur 250 000 personnes concernées. Voilà. Mais il y avait un plan minimaliste. Et puis finalement, on demande, ça a été dit dans le film, de ne pas rapatrier tout le monde. Et puis finalement, c'est Pompidou, Premier ministre, qui en septembre 62 dit c'est pas possible, il faut à nouveau rapatrier parce qu'on peut pas les laisser comme ça, puisqu'il y avait quand même des bruits qui arrivaient par les préfets, par des gens en disant ils sont en train de se faire massacrer, quoi. Ceux qui sont restés là-bas. Et du coup, des articles, effectivement, la presse en a parlé, ils arrivent à l'Assemblée nationale aussi, on en trouve des traces. 45 000 arrivent comme ça dans un rapatriement un peu officiel, et à peu près autant arrivent grâce à la Croix-Rouge. Fatima Besnassi a fait sa thèse sur le rôle de la Croix-Rouge, tout à fait, mais aussi grâce à des officiers qui ont désobéi aux ordres d'abandon. Et on a sorti un livre récemment, l'an dernier, qui s'appelle « Qui a sauvé des harkis ?» On a beaucoup parlé du général Meyer, qui était un ami, mais oui, il est mort il n'y a pas longtemps, hélas, mais il y a 1 an et demi, mais il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup d'officiers, de fonctionnaires qui ont désobéi aux ordres d'abandon pour sauver les harkis. Ils étaient plus nombreux qu'on ne le pense, mais moins qu'on ne l'aurait souhaité, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ont dit, comme dans le film, non, je m'en suis pas occupé. Et un général disait, entre la discipline et le déshonneur, j'ai choisi la discipline, il m'en reste une blessure qui m'empêche de dormir. Voilà. Donc, c'est une belle phrase. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Et donc, Jean-Jacques Jordi va réagir. Une petite question avant. Combien de rapatriés d'Afrique du Nord sont arrivés en France
ont été comptabilisés. D'Afrique du Nord ou d'Algérie? D'Algérie. Soyons parce que, en fait, entre 54 et 64, on va dire comme ça, il y a 1 700 000 personnes, pas que d'Algérie, l'ensemble, y compris Indochine. D'Algérie, il y en a à peu près 980 000, ce qui est énorme. Comme passage, c'est énorme. Mais je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Mohand concernant les archives. On voit dans le documentaire, parce qu'il se trouve que j'étais conseiller historique, donc j'ai visité cette maison forestière où il y avait toutes ces archives. C'était en 2002, c'était même 2001. Et j'ai dit, c'est pas possible que ces archives restent là. Et donc, je suis monté à Paris, j'ai essayé de voir le directeur de l'Office national des forêts à l'époque, de leur dire, voilà, vous avez des archives là, il faut les récupérer. Ça a mis 22-23 ans, mais désormais, je viens d'apprendre que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a signé un accord avec les eaux et forêts, puisqu'on les appelle comme ça, pour sauvegarder ces archives. Voilà. Ça a mis 22 ans. Alors, elles sont dans des archives, dans des maisons forestières. Donc, moi, j'en connaissais quelques-unes, j'ai donné les noms. Donc, ils vont les voir et elles ne seront pas centralisées quelque part en France? Normalement, quand c'est comme ça, les harkis étant considérés non pas comme des soldats, mais comme des soldats, finalement, ça va être probablement le service historique de la défense qui va les récupérer. Ça, je vois pas comment ça peut être. Et comme c'est l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui va s'en occuper et qui dépend du ministère des Armées, ça va être récupéré forcément par le SHD. Mais le but de la fondation, c'est aussi de mettre en relation ces différents centres d'archives. Et maintenant, avec l'Internet, on le fait ça. On a des programmes et quelqu'un qui voudra savoir où se trouve tel document, maintenant, comme tout est informatisé, on le trouvera relativement facilement. Mais il faut la mettre en place. C'est pas évident. Merci. Qui veut réagir? Il y a une question là-bas, encore, oui. Le débat est fait pour vous aussi. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a des problèmes, comment sont les relations entre les descendants de harkis et les descendants d'Algériens qui sont venus s'installer en France? Parce qu'il y a deux origines différentes, si je puis dire, même si ce sont les mêmes. Oui, c'est une origine commune, mais deux histoires différentes, diamétralement opposées. J'ai envie de vous répondre que humainement, quand on fait affaire, quand on rencontre des gens intelligents, et ça se passe bien. Moi, j'en discutais avec Mohamed hier, un Algérien qui me disait, mais il a quand même eu, Mohamed hier, donc un auteur brillantissime algérien qu'on a la chance d'avoir en France. Il a quand même eu la précaution langagière au début quand il a commencé à me parler, que je lui parlais de mon travail de recherche et de mes livres, me dire attention Katia, moi j'ai aucun problème avec les harkis. On est au 21e siècle, oui. Non, il a vraiment aucun problème. Non, après les enfants de harkis, les petits-fils, les petites-filles retournent en Algérie. Voilà, les liens du cœur et de famille sont bien sûr présents et prévalent à la raison d'État ou aux raisons d'État. Hamid, vous êtes revenu en Algérie depuis? Oui. Vous êtes revenu en Algérie? Avant la pandémie, et puis malheureusement, pardon. Je voulais aller en 2020, et puis avec la pandémie, ça a repoussé. J'espère que l'année prochaine, je vais y aller avec mes enfants. C'est compliqué quand même. Non, pas du tout, parce que vous avez la majorité des harkis qui repartent encore en Algérie. Vous savez, sauf les harkis qui ont été rapatriés par la Croix-Rouge française, parce que quand ils ont quitté l'Algérie, l'État algérien leur a fait signer un papier comme quoi ils reniaient la terre d'Algérie, qu'ils ne reviendraient plus. Et puis quand ils vont à l'ambassade ou à un consulat pour faire le visa, il y a une liste rouge, donc automatiquement le visa est refusé. Mais les autres harkis qui n'ont pas commis d'atrocité ni rien, la plupart repartent à ce jour en vacances en Algérie. Voilà. Oui, sur ce point, je ne sais pas qui posait la question.
pour aller juste un tout petit peu plus loin que ce qu'a dit Katia, avec laquelle je suis d'accord, bien sûr, c'est qu'il y a effectivement 2 niveaux de relations. Il y a les relations interfamiliales. Bon, puis dans les villages, les gens savent ce qui s'est passé. Ils savent pourquoi les gens sont devenus harkis. Donc les liens familiaux sont plus forts. D'ailleurs, beaucoup se sont engagés par famille entière, parce que le sens de l'honneur, le sens de la tribu, le sens de la famille est très fort. En Afrique du Nord et encore plus en Kabylie, dans les sociétés berbères. Et puis, il y a le niveau étatique. Et le niveau étatique, on en parlait encore avec certains auteurs qui sont là, dont l'imam. Oui, le problème, c'est que pour l'Algérie, il faut détourner l'attention de la faillite du régime, parce que finalement, les harkis n'étaient pas qu'en indépendants, je l'ai déjà dit, mais le FLN s'est imposé contre les partis qui pourtant étaient plus fort et plus connu. Il a pris le pouvoir. Il y a une 60aine de familles de généraux qui se sont accaparés tous les postes clés. Et le pays a un taux de chômage impossible. Puis, je veux dire, quand vous voyez que dans un pays indépendant, qui s'est battu pour son indépendance, votre jeunesse ne pense qu'à une chose, c'est à quitter le pays pour aller chez le colonisateur. Vous pouvez vous poser des questions quand même. Bon. Et du coup, ils veulent cacher cette faillite. Et pour cacher cette faillite, eh ben, on va détourner l'attention. Donc quand quelque chose va mal en Algérie, comme le disait tout à l'heure avec humour l'imam, de toute façon, c'est soit de la faute de la colonisation, c'est soit de la faute des Juifs, c'est soit de la faute des Marocains, soit c'est de la faute des Harkis. Voilà. Donc c'est assez simple à expliquer. Et pendant ce temps, on se pose pas la question de pourquoi, avec autant de richesses, une manne pétrolière, une manne gazière, les possibilités de développement touristique, et malgré tout, vous avez la moitié de votre jeunesse qui est au chômage et qui n'a qu'une envie, c'est prête à traverser la mer au risque de sa vie pour aller vivre ailleurs. Hervé, j'ai une question. C'est fait pour ça. Bonjour, ma question c'était de savoir s'il y avait d'autres harkis qui avaient fui dans des pays frontaliers en Afrique du Nord, et si oui, comment ça s'est passé, et est-ce qu'ils ont été mieux accueillis qu'en France? Voilà. Moi, je sais pas. Alors, quand je sais pas, je dis je sais pas. Est-ce que Katia sait un peu Alors, on peut demander aussi à Jean-Jacques, mais oui, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non, je pense pas. Après, donc ils ont été environ 90 000, on le disait, à pouvoir se réfugier en France et fuir les massacres et post-indépendance en Algérie. Donc il y a la moitié qui ont pu être, donc moi on l'a déjà dit, rapatriés par... Enfin, même si le terme de rapatrié ne convient pas forcément aux harkis, mais ils ont pu être transférés, réfugiés en France par des officiers, là, des missionnaires ou non désobéissants, parce on peut les appeler les justes de France eux aussi. Donc la plupart en fait étaient soumis à ce départ vers la France salvateur, soit par les officiers, soit pour l'autre moitié par le plan de rapatriement qui a mis du temps à être mis en place, mais qui a été mis en place par une directive de Robert Boulin, qui était ministre des Rapatriés. Donc moi, à ma connaissance, ils étaient soumis à cette seule solution salvatrice qui s'offrait à eux. Jean-Jacques, tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur des rapatriements potentiels en Afrique du Nord? Non, tous les rapatriements sont extrêmement encadrés. Donc on peut pas s'échapper. On peut pas s'échapper pour partir. On peut pas s'échapper pendant le voyage. Et on peut pas s'échapper quand on arrive. D'ailleurs là, Khalifa Harout s'est échappé, mais plusieurs années après. Bon, lui, c'est un peu différent parce qu'il est arrivé en 67. Et puis après, il est resté très peu dans les camps et il a décidé de faire autre chose. Et moi, je connais que 2 personnes qui, venant en France assez jeunes, 10 à 18 ans, à 25 ans, sont partis au Canada et l'autre, je sais pas où d'ailleurs. Mais c'est quoi? C'est rien du tout. Donc ça n'a même pas une valeur. Quoi, tout le monde est resté en France, quoi. Oui, ça. En plus, les opérations de reclassement, Jean-Jacques fait bien de l'évoquer, c'était ultra encadré. Il y avait un service administratif qu'on appelait le service des Français d'Indochine ou Français musulmans, qu'on reprenait les étiquettes coloniales de l'époque, tu vois, les identités coloniales de l'époque. Mais du coup, ils géraient et surveillaient donc les offres d'hébergement, de travail potentiel pour les chefs de famille et ceux qui souhaitaient de manière privée, ouvrir leurs portes à ces réfugiés. Il y avait dans le Lot-et-Garonne, je me souviens, le capitaine Froumont qui a ouvert les portes de sa maison à 4 familles
d'anciens harkis, parce que ancien officier en Algérie, donc sensibilisé à cette question humaine, son action a été ultra surveillée, et à un moment donné, carrément, on lui a dit, on lui a interdit d'en accueillir davantage. Hein. Donc il y avait quelques âmes généreuses en France, parce que bon, ça contrebalance un peu ce que j'ai dit aussi tout à l'heure sur le racisme latent et violent dans les mentalités françaises de l'époque. Non, il y avait quand même quelques âmes généreuses, mais elles étaient ultra contrôlées. Bon, après dans le Lot-et-Garonne, c'est particulier parce qu'ils ont justifié, la sous-préfecture a justifié son ordre d'interdire au capitaine Froment d'accueillir de nouvelles familles chez lui, parce que aller ouvrir le camp de Bias, aller réouvrir le camp de Bias qui accueillait les Indo-Chinois. Et allait arriver plus d'1 million d'un seul coup dans cette petite commune du Lot-et-Garonne, plus d'un millier d'harkis en fait. Oui. Non, effectivement, oui, il y en a quelques-uns qui ont suivi quelques familles pieds noirs, je sais, moi en Argentine, mais après, voilà, c'est difficile. Est-ce qu'il y a une autre question ou sinon Une question, sinon quand même un petit mot sur justice et réparation, parce que c'est pour finir. Alors, voilà. Hamid, on nous en parle souvent. Alors, la réparation, on peut la voir à deux niveaux. En deux mots, on en est où? En deux mots, non, mais parce que la réparation, il y a la réparation financière des préjudices subis. On en est où? Il y a eu une loi récente en février, le 23 février 2022, qui dit tous ceux qui sont passés par des camps ou des hameaux auront une réparation financière symbolique d'environ, pour faire simple, 1 000 euros par année passée dans les camps. Vous voyez bien que c'est symbolique parce que quand vous avez passé 6 ou 7 ans dans un camp, que vous avez été scolarisé parfois en vase clos, donc ça veut dire en gros on a bousillé votre scolarité, vos chances de réussite et d'ascension sociale. Et voilà, je veux dire, c'est pas 5 ou 6 000 euros qui peuvent rattraper ça. Il y a même des enfants, des bébés qui sont nés dans des camps, qui sont morts. On parle de cimetières oubliés, de cimetières sauvages à Rivesaltes, à Saint-Maurice. Tout à fait, oui, je le cite, voilà. À Bourg-Lastic, on l'a trouvé, il a toujours été identifié. Hein. C'est un petit peu différent. Je veux dire, aucune somme ne peut réparer ça. Il y a des choses qui sont irréparables. Ça, c'est l'aspect financier. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné très récemment la France en disant finalement ce que vous avez octroyé pour ceux qui étaient au camp, uniquement pour ces deux camps, le camp de Bias et le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, c'est-à-dire 1 000 euros par an, c'est pas beaucoup. On vous propose 4 000. Il faudrait donner au moins 4 000 euros par an. Mais la réparation financière, elle sera toujours symbolique. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Quand on vous donne 5 000, 10 000 ou 15 000 euros, ça ne peut pas rattraper le gâchis de votre vie. Donc elle est symbolique. Et au-delà, il y a à mon avis 2 niveaux de réparation. Il y a un autre niveau qui est la réparation symbolique par la vérité historique. C'est-à-dire, il faut que les gens sachent. La mémoire, donc. Non, c'est plus que la mémoire. Là, c'est l'histoire. C'est-à-dire, il faut que tous nos concitoyens comprennent que les harkis ont été victimes, comme le dit si bien Dominique Schnapper, d'un carcan idéologique. C'est un vrai piège. C'est-à-dire qu'on a réécrit leur histoire pendant 30, 40 ans. D'un côté, il y avait des pieds noirs un peu ultra-Algérie française qui en faisaient des super patriotes. Les harkis, ils étaient plus français que les Français. Ce qui est un piège, parce que si vous êtes plus français que les Français, alors les Algériens ont raison de dire vous êtes battus contre l'Algérie, donc vous êtes contre l'indépendance, vous êtes des traites entre guillemets à notre combat. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vous disent en fait ils se sont battus pour survivre et tout ça. Donc on dit oui, mais alors s'ils se sont battus pour survivre, c'est pas tout à fait des vrais Français. En gros, on leur doit pas grand-chose. C'est un vrai piège d'aller entre les deux. Et la vérité, c'est qu'effectivement, je parle pas de l'élite francisée, une fois de plus, qui a fait un choix idéologique. Très bien. Les supplétifs, ils ont fait, elle le dit dans le film, ils ont fait le choix de la survie, mais quelles que soient les raisons pour lesquelles ils se sont engagés. Ils ont porté l'uniforme français, ils ont pris des risques, ils ont été loyaux, et la moindre des choses, c'était que l'armée ne les abandonne pas à la fin de la guerre. On n'abandonne pas ces soldats au bord du chemin. C'est la première armée qui fait ça. Et l'armée française en est encore honteuse. C'est une tâche indélébile dans l'histoire de l'armée française. Voilà. Et effectivement, et De Gaulle n'a pas voulu parce qu'il considérait qu'au fond, ils n'étaient pas vraiment français.
C'est ça la réalité. Et Georges-Marc Benamou, dans un de ses livres, dit, au fond, De Gaulle était raciste, mais comme on l'était au sens du 19e siècle. C'est pas le racisme, peut-être, d'aujourd'hui, mais une forme, en tout cas, de supériorité, de condescendance. Mais voilà. Après, est-ce que les degrés dans le racisme, je sais pas. Voilà ce qu'on peut dire. Il y avait une question, effectivement. Moi, j'ai une dernière question. Bonjour. Fils de Harki, je vais terminer sur certaines choses que vous avez dites. Hein. Je suis arrivé en 62 comme monsieur, là. Je suis passé par le Larzac comme lui. On a été traité. Moi aussi. Ouais, on a été traité un peu moins que des rien. On nous a mis, c'est vrai, dans des camps. Tout ce qu'il a dit monsieur, c'est la réalité. Le reste. Je dirais qu'on pourrait remercier tous les soldats, tous les gradés qui ont été déchus après nous avoir ramenés de là-bas. Tous ceux qui ont nous ont pris sous leurs ailes, on les a déchus de leur grade. On les a traités de moins que rien. Donc ils ont tous perdu leur affaire. Donc voilà. On nous a amenés à droite à gauche. Arrivé au Larzac, comme monsieur, certains Français nous ont récupérés. C'est-à-dire qu'il y a eu des âmes généreuses qui sont venues nous chercher et nous ont ramenés un petit peu à droite et à gauche. Nous, on a été ramenés en Dordogne, à Vézac exactement. Donc c'est pour ça. Donc, oui. Et il y a eu, au niveau des harkis, il y a eu plusieurs générations. Il y a eu la génération qui a fait l'Indochine, qui a fait tout ça, on a rapatrié d'Indochine directement, parce que mon père, il était en Indochine, on l'a rapatrié en 58 en Algérie pour se battre contre ses frères et ses sœurs. Et c'est de là. Alors, depuis, il n'est jamais retourné en Algérie. Vous dites que vous voulez y retourner, c'est bien, vous avez raison. Mais aujourd'hui, nos anciens ne peuvent pas retourner. Alors, ont été interdits de retourner. Nous, moi le premier, j'ai demandé à y retourner. Mon passeport m'a été refusé. Vous étiez sur la liste rouge. Et on a été sur la liste rouge. Oui. Nous aussi, les enfants qu'on est arrivés avant 62 avec nos parents, certains ont pu retourner, d'autres ne peuvent pas y retourner. Donc il y a eu une discrimination à ce niveau-là. Alors, je vous remercie d'avoir fait allusion à l'Indochine, parce que dans la Fondation pour la mémoire des harkis, qu'on appelle de nos vœux, on veut qu'elle soit aussi ouverte aux supplétifs indochinois et à peut-être d'autres anciens combattants de l'Union française, parce qu'effectivement, les Indochinois ont eu souvent les mêmes chefs, qui après, comme Élie de Noix de Samar, qui après avoir été en Indochine sont venus en Algérie. Et c'est d'ailleurs pour ça que Élie de Noix de Samar s'est révolté en disant on nous refera pas le coup de l'Indochine, parce qu'en Indochine aussi on a abandonné les supplétifs indochinois. Et donc ça, et ils sont passés par les mêmes camps. Donc, et ils ont été gérés par la même administration. Mais oui, mais certains ont ramené les harkis. Certains les ont pris sous leurs ailes. Oui. Les autres ont été abandonnés. Je sais, mais ils les ont abandonnés là-bas, directement. On s'est battu pour que dans la loi, justement, il y a le mot abandonné. Et je me souviens très bien, pour avoir discuté avec les conseillers du président de la République à l'Élysée sur ce thème-là, parce qu'au départ, il était écrit ont été délaissés. J'ai dit non, ils n'ont pas été délaissés, ils ont été abandonnés. Et je me souviens du principal conseiller mémoire du président me disant « Oui, mais finalement, délaisser, abandonner, c'est pareil. » Eh ben, je dis « Si c'est pareil, prenez abandonner. » Il m'a dit « Touché. » Bon. Donc, c'est important, le mot « abandon ». Vous avez raison. Juste quand même une petite précision, vous dites tous les officiers qui ont désobéi ont été déchus de leur grade et tout, ça c'est pas vrai. Il y a une grosse partie, je peux vous dire. Il y en a eu quelques-uns quand même. Non, c'est documenté. Sortant ont eu peut-être des difficultés dans leur carrière au départ, mais finalement à la fin, et c'est quand même beau symboliquement, je vous signale que Élie de Noix de Samar, qui a été emprisonné, lui il a fait partie du putsch, il a retrouvé quand même sa Légion d'honneur, et le général François Meyer a été fait grand croix, c'est-à-dire la dignité suprême de la Légion d'honneur par le président de la République, alors que justement il avait sauvé les harkis malgré les ordres, en disant moi je n'ai pas le sentiment d'avoir désobéi aux ordres parce que je suis un militaire, j'ai juste le sentiment d'avoir obéi à ma conscience. Bon. Je pense qu'on va pouvoir en rester là, c'est une belle chute. Corinne qui a organisé le débat, merci. Alors merci à vous tous, merci de votre écoute, merci Mohand, je le redis, merci Katia,
Merci Hamid d'avoir répondu présent au nom du festival Joséphine Baker. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et je peux vous dire, je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine.